Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'enfer. Un ventre-glisse, des adultes en train de sauter et se jeter pour glisser dedans. Je suis Johnny Hallyday 5 minutes et après tout s'arrête. Il n'y a plus rien qui te touche. Moi je me lève le matin, je bosse pas, je m'éclate. On est en 2015. Ouais. C'est ta première date de tournée. Oui. T'es face à un BDE à Nantes, ils sont tous bourrés. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'enfer. En fait, si tu veux, c'est moi j'ai un ami que j'ai rencontré dans ma vie parisienne qui est mon producteur aujourd'hui, qui était producteur avant qu'on se rencontre. Et donc on fait tout ensemble, vraiment même jusqu'à nos vacances, tu vois. Et ce gars-là croit en moi très fort, il me le montre dès le début, les premières secondes où je le rencontre. Il me met à Paris dans un petit théâtre et puis il me dit putain, t'as ta première date de tournée achetée à Nantes. Et il m'explique pas trop. Pour moi, je vais dans un théâtre et tout. Et on arrive à Nantes. On vient nous chercher avec un Renault Espace. Je m'en souviendrai toute ma vie. Tout est vrai. Parce que vous allez croire que c'est une vanne, mais c'est vrai. À l'arrière, les sièges, c'est des sièges de jardin blanc dans le Renault Espace. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a les 2 sièges de voitures normaux. Et derrière, il y a plus rien. Ouais. C'est comme l'arrière d'un camion et des sièges de jardin. Mais il est à qui sont vissés sur le sol du truc. On vient nous chercher avec ça. Je dis, ah, très bonne vanne. Mais c'est très bonne vanne. Ouais. Mais c'est pas du tout une vanne. C'est et horrible. on est à Nantes centre à la gare et on quitte Nantes. Je dis à mon prod, mais c'est pas du tout à Nantes. Oui, mais c'est pas loin, c'est en banlieue. Là, nous voilà passés devant des hangars. Je dis, je joue pas là quand même. Il me dit, oui, c'est comme des salles des fêtes. En fait, j'apprends que c'est un BDE d'école qui, avec les sous du BDE, a acheté mon spectacle, qui à l'époque avoisinait en prix le prix d'un paquet de curly avec un coca. D'accord. Voilà. Donc tu pouvais t'offrir Maxime Gasteuil assez facilement. Ouais. J'arrive dans la salle, il y a une scène, le setup, normalement les lumières sont comme toi, accrochées au plafond. Là, elles sont par terre. Je n'avais jamais vu ça. Le régisseur n'est pas là, c'est mon producteur qui va passer les bandes son et les lumières. Qu'on voit sur scène parce qu'il est même pas caché. Donc il y a un bureau avec des platines et des potards. C'est horrible. Oui, c'est l'enfer. Et moi, je vais dans la loge. Mais là, tu te dis, je le fais. Enfin, bah oui, je suis trop content. Moi, c'est ma première date. Tu vois, je me dis, il y a du public et ils sont 600. Ouais. Ah oui, ils sont 600. C'est la première fois de ma vie que je vais jouer devant 600. Donc t'es quand même content. Plein, pas un siège de libre. Je vais dans les, j'allais dire la loge, mais justement, c'est des vestiaires de sport. Bah, je commence à m'inquiéter un peu. Et je commence à passer la coursive qui me donne accès sur la salle visuellement et je vois le long de la salle des tireuses à bière. Mais genre 10 tireuses à bière. Et ça a bu déjà, tu vois. Les verres ont vraiment été échangés. Et au fond, pareil, toujours pas une vanne avec le Renault Espace et tout ça. Un ventre-glisse avec tu sais, ces trucs gonflables là. Ouais, je vois très bien. Tu vois, pour les enfants, les châteaux. Bien sûr. Et des adultes en train de sauter et se jeter pour glisser dedans. Avant ton spectacle. Oui. Tout ça au milieu de cette salle des fêtes où il y a les chaises face à la scène. L'enfer. Je me dis, c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est? Et dans la coulisse, j'entends Maxime. Genre, je suis Michael Jackson, je me dis, ces gens ont voulu voir mon spectacle ce soir. Pas du tout. Ces gens sont ivres morts. Ils savent qu'il y a un gars qui s'appelle Maxime qui va monter sur scène. Arrive. Et j'arrive sur scène et je suis Johnny Hallyday 5 minutes. Et après, tout s'arrête. Je commence à jouer mon show. Un mec se lève, il me dit, tu veux que je monte sur scène? Moi, pour la vanne et l'audace, je dis, bah vas-y, monte. Le gars monte. Donc là, je suis pétrifié parce que c'est la première fois que je commence à faire ça, tu vois, avec autant de monde. Ouais. J'arrive à m'en sortir et je joue mon texte très vite et je me dis, ok, là, c'est un fiasco. Donc, joue les hits. Joue les vrais moments forts du show. Les moments où tu sais que ça se marche. Et il y a mon prod à côté qui lui passe les pages pour faire la régie en même temps. Et il me dit, mais le gars passe de page en page, mais à tranche de 20 pages d'écart, tu vois, pour aller vite. Jouer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 35 minutes. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible. Et en fait, j'écourte le spectacle. Je remercie sur scène mon prod, mais vraiment, je lui mélange. Je dis, c'est grâce à lui tout ça. Il est au bout de sa vie lui aussi. Je sors de là, la pire. Mais vraiment, c'est un truc, si t'as pas ce que j'ai passé avant dans le passé, c'est-à-dire les comédie clubs, les trucs où vraiment, faut plus avoir d'amour propre parce que tout le monde s'en fout. C'est ce que j'allais te demander. T'arrêtes le métier. C'est un peu traumatisant. Ouais, c'est traumatisant et c'est ma première date de tournée. J'ai qu'une envie après, c'est rester à Paris dans un petit théâtre et faire Céline Dion, jouer 30 ans le même spectacle en résidence dans une salle. C'est hyper dur. Ouais. Mais en termes d'amour propre, c'est intéressant parce que ça dit, ça te fait aussi après, travailler ton amour. En acier, en titane. Ouais, c'est ça. En fait, il peut tout arriver à un casting où on te dit ouais, enfin ça va pas. Tu dis oui, ok, super, bonne journée. Ouais. Tu t'en vas. Ouais, il y a plus rien qui te touche. Vraiment. Il n'y a plus rien qui te touche. Parce que ce qui est marrant dans ce que tu fais, c'est que tu te mets en avant. Il y a quand même ton image qui est mise en avant. Ouais. J'imagine c'est hyper difficile, tu vois, de se dire dans la salle, ça se marre pas, il y a des sièges vides. Ou même, j'imagine un film, tu vois, tu dois passer des mois dessus et
t'attends les critiques. Tu passes à côté, non, mais même, tu sais, les entrées qui se font pas. Nous, notre premier film, 14 jours pour aller mieux, il sort en 2024, on le tourne en 2023. On est hyper fiers. C'est une histoire vraie qu'on a vécue avec, justement, Benjamin, dont je parlais, de mai, là, qui produit mes shows, et avec qui je suis associé. Et on se dit, putain, on va faire 1 million d'entrées avec ce truc. C'est sûr, parce qu'on est sûr de nous et du thème et de comment on a fait. Après, tu passes à travers tout un processus d'écriture, d'acceptation, de budgétisation, d'acheminement financier pour monter ton film, donc un distributeur, des producteurs, des chaînes, des plateformes, et chaque interlocuteur va te demander d'édulcorer un peu le film parce que c'est pas à son image, parce qu'il faut faire attention à ci, attention à ça. Du coup, c'est plus du tout le film du départ. Il sort, t'es quand même très fier et tu passes complètement à travers. Nous, le premier film, on a fait 350 000 entrées, ce qui est dingue pour un premier film. Parce qu'il y a des films avec mais c'est pas bien comme chiffre. Bah, il est rentable, si tu veux, mais dans ta tête et dans ton cœur, ça vaut pas l'implication, tu vois, de 5 ou 6 ans de travail. Bien sûr. Donc, t'as beaucoup de frustration et puis après, t'apprends par le métier et puis des gens qui ont une expérience de ça depuis 40 ans qui disent « Oh, calme, c'est ton premier film ». Il y a des mecs qui ont fait des films plus chers avec des castings énormes, qui ont fait 70 000 entrées, fin de course, donc tout va bien. Donc tu te rassures et puis tu montes. Mais oui, c'est les montagnes russes, cette vie. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, à chaque fois, tu remets tout en jeu, en fait. C'est ça. Tu remets c'est un mec qui m'a dit ça. Tu remets ton titre en jeu à chaque spectacle, à chaque film. Sauf quand tu commences à avoir mais c'est à force de travail et d'implication aussi, tu vois, t'as un petit cheminement où quand tu touches un peu la grâce à chaque projet, t'as en fait le public qui commence à te suivre, et je dis pas qu'ils viendront à chaque merde aussi que tu feras, mais t'as quand même la chance d'avoir des gens qui t'aiment et qui vont venir voir. Oui, t'as un public, quoi, t'as des gens qui suivent. Par curiosité, bien sûr, ton nouveau projet. Donc ça, c'est trop bien, tu vois. Mais il faut avoir une rigueur aussi avec soi-même, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde très privilégié, où en dehors de l'argent et de la notoriété, on vit notre rêve en fait. C'est-à-dire que moi je me lève le matin, je bosse pas, je m'éclate. Comme toi tu dois kiffer, on en a parlé, tu vois, t'as changé complètement de vie. Moi c'est ce privilège-là, il vaut tout l'or du monde. En fait, c'est même pas une histoire d'argent ou quoi, c'est une histoire de se réveiller. Et moi, ma vie, c'est rire et écrire des conneries et des films à travers ça. Et j'espère que je ferai autre chose aussi, des films moins marrants. Mais je passe des journées extraordinaires tous les jours. Tous les jours. Oui. Alors, mais tu vas faire vachement d'envieux là. Non, mais je veux dire, en fait, tout le monde va avoir envie de faire de l'humour. Mais c'est comme un cuisinier qui aime ça, ou un garagiste, ou un carrossier qui adore retaper des bagnoles. Tu vois, j'ai rencontré plein de gens qui sont passionnés par leur boulot, mais ça, c'est le privilège premier. Donc, on se doit aussi d'être rigoureux dans ce qu'on fait. Bien sûr. C'est-à-dire que tu prends le temps, tu bâcles pas, et puis parfois, t'as tout mis et ça passe pas, et puis c'est pas grave, quoi. Et surtout, ça prend du temps. Tu vas nous raconter, mais est-ce qu'on peut partir du point de départ de la genèse ? Oui. D'après ce que j'ai compris, et tu vas nous l'expliquer, c'est un peu ton père qui te fait découvrir l'humour grâce à des sketchs en fait qui te fait découvrir. Est-ce que tu peux me raconter ces souvenirs et le point de départ de l'humour en tout cas ? Le point de départ de l'humour, c'est mon père et la télé, et mon père aussi. Et en fait, si tu veux, le dimanche, moi j'avais le droit à regarder quand j'avais une dizaine d'années la télé avec eux avant l'école du lundi jusqu'à la publicité. Première partie du film, après au lit. Et le dimanche, c'est vraiment genre les vrais gros films master, un peu les films avec Bourvil, De Funès, Coluche, les bronzés, tout ça. Les films du notre dimanche époque, soir, quoi. tu vois. Bien sûr. Où vraiment tu tapes des barres, et je vois mon père rigoler, mais comme un ouf, tu vois, petit. Et je me dis, putain, ça, parce que moi, je le fais rire aussi, dans la vie, mon père. Donc je me dis, jusqu'à 8 ans, je me dis, bah moi je suis la resta de mon daron en fait. Il rigole que quand je suis là, quoi. Et je le vois rire après. Pas de jalousie, tu vois, mais je me dis, putain, ces mecs ils font ça, mais vraiment, après tu comprends le film et tout, ça a l'air bien. Et mon père dans la vie est très marrant. C'est un gars qui va passer sa journée, alors pas toutes les journées, mais 1 ou 2 fois dans la semaine, il va te raconter un rendez-vous avec quelqu'un qui l'a fait. Du coup, il imite le gars, comment ça c'est. Et vraiment, tu tombes. Mon entourage te le dira, ma femme, tout le monde, très très fort. Donc je suis bercé là-dedans aussi, tu vois, depuis tout petit, il raconte ses conneries, il fait des grimaces et tout. Et je sens que quand je fais ça à l'école avec eux, tu vois, c'est très bateau, hein, je veux pas faire mais tu vois le film Billy Elliot où il dit quand il danse, il vole, pareil. Ouais. En fait, tout s'arrête. Je suis très bien dans ce moment-là de ma vie. La minute où ça rigole et je fais l'idiot, il y a un truc, tu vois, un peu céleste de. Parce que moi je suis pas ouf à l'école, je suis un peu turbulent, je suis pas un ange, je suis pas mes parents même, hein, mais je suis pas mes parents bien. même, j'adore. Non mais je veux dire, je te rassure, non mais je veux dire, je suis pas l'enfant magnifique sous tout rapport, tu vois. Bien sûr, ouais. Donc j'ai des lacunes à l'école, je suis pas très impliqué là-dedans, ça m'intéresse pas. Mais du coup, t'existes en faisant de l'humour, quoi. J'existe avec ça, à l'école, auprès des profs, auprès de mes potes, auprès des conflits
À l'école aussi. Genre moi, j'évite des bagarres et vraiment des trucs relous parce que je fais marrer les gens. Mes parents aussi, les conflits, tu vois, avec les notes ou des trucs qui sont un peu casse-couilles pour eux. Je m'en sors parce que je les fais marrer et je les amorce. Et mon père fait ça aussi, tu vois. Donc c'est un peu une arme qu'il a lui que j'ai pris, quoi. Quand il y a des conflits avec ma ça sert, hein. Ouais, ça sert. Ouais. Donc, mais même aujourd'hui, enfin, oui, même dans la vie, tu vois. Ouais. Après, bon, il faut faire attention parce que moi, ma femme me dit souvent, tu vois, il faut arrêter de rire de tout. Il y a des trucs importants, tu vois. Ouais. Donc j'ai pris du recul aussi avec ça parce que moi, je suis vraiment, au bout d'un moment, ça peut être lourdingue. Et je m'en sors avec ça et je me dis putain, mais c'est ça que je veux faire. Après, je le mets là dans un tiroir bien au fond parce que malheureusement, tu grandis pas dans une famille et on est tous les mêmes dans une famille où on te dit, plus tard tu vas être un chanteur, toi. Tu vas être un acteur, toi. C'est clair. Et tu peux faire ça, toi. Ouais. Parce que c'est possible. Oui, t'es un enfant, mais si t'as des rêves, fais-les. Alors, j'en veux pas à mes parents, mais c'est pas comme ça qu'on grandit. Mais tes parents, est-ce qu'ils étaient du genre à te pousser à l'école, même si t'étais pas très bon? Bien sûr. Que, du coup, c'était un peu ouais, ils voulaient que complexe. je ramène des bonnes notes et puis ils essayaient, tu vois, de m'inculquer une éducation saine en me disant, mec, c'est important, en fait. Voilà. Juste, tu fais ce que tu veux, mais si... Ton père, il était charpentier, c'est ça? Il est encore, ouais. Il est encore. Ouais. Il a énormément bossé. C'est ce que je t'ai entendu raconter. Ouais. Bah en fait, il a grandi dans une famille où mon grand-père avait cette société dans le bois qu'il a repris. Et ma grand-mère avait un resto. Donc mon père, il a grandi avec les clients du resto, les employés de la boîte de charpente et menuiserie. On venait le chercher au train. C'était des clients de ma grand-mère qui venaient le chercher le soir à l'école parce qu'elle allait bosser. Donc lui, il a vu que ses parents trimer toute sa vie. Donc pour lui, le moteur, c'était le boulot. Il faut se lever tôt. Et il me sortait cette phrase que je pouvais plus piffrer.